Bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous pour ce Face au marché consacré à Gay-Lussac Gestion et à ses stratégies microcaps. Pourquoi est-ce que l'on vous en parle maintenant des microcaps? Dans quelle mesure le contexte de marché actuel leur est-il favorable? Quel est leur potentiel en termes de performance? Pour en parler, notre invité, c'est Louis Defels. Bonjour Louis. Bonjour Vincent. Vous êtes responsable de la gestion collective de Gay-Lussac Gestion. Merci d'être avec nous. Pour vous interroger, c'est le principe de l'émission. Nos deux experts, Vincent Roger, bonjour. Bonjour Vincent. Vous êtes directeur associé de GLR Gestion Privée et bonjour Jean-Laurent Cadorel. Bonjour Vincent. Vous êtes responsable des investissements chez Optelios Capital. Voilà pour le programme, voilà pour le casting face au marché. C'est parti. La revanche des bourses européennes sur Wall Street depuis le début de l'année marque-t-elle cette revanche l'émergence d'un exceptionnalisme européen? C'est la première partie de ce Face au marché consacré à Gay-Lussac Gestion avec vous, Louis Defels, et nos deux experts, Vincent Roger et Jean-Laurent Cadorel. Avant toute chose, Louis, un petit mot de ce que représente Gay-Lussac Gestion en termes d'encours, de spécialité. Alors Gay-Lussac Gestion est une boutique française indépendante, c'est très important. On appartenait à un grand groupe américain et donc aujourd'hui, maintenant, on est très fiers d'être boutique française indépendante, 1,5 milliard sous gestion et notamment on fait de la gestion sous mandat, de l'épargne salariale et aujourd'hui on est là pour la gestion collective et cette spécialité notamment sur les micro, small et mid cap. Voilà qui est dit. Jean-Laurent Cadorel vous pose la première question de cette première partie. Alors sur l'exceptionnalisme américain, la première question, c'est de savoir à quel point, selon vous, la surperformance de l'Europe, c'est une surperformance sectorielle, c'est-à-dire liée par exemple au bancaire qui va surperformer la tech, ou est-ce que c'est vraiment une surperformance géographique? Exactement, l'Europe is back. Voilà, l'exceptionnalisme européen, on y pense vraiment, on y croit. Voilà, c'est vrai que pour le moment, c'est vrai que c'est assez vrai, c'est plutôt assez sectoriel, mais quand on revient, voilà, on pense qu'on n'est qu'au début. Il faut se rappeler, c'est depuis 2014. Les États-Unis font du déficit, c'est eux qui sont le moteur de la croissance mondiale. Et pour la première fois, grâce à nos amis allemands, c'est peut-être l'Europe enfin qui va revenir sur le devant de la scène et qui va refaire du déficit. Donc on arrive enfin à une croissance, à une révision de la croissance de la zone euro et notamment de l'Allemagne, au moment où les États-Unis sont en fort ralentissement. Donc voilà, clairement aujourd'hui, je pense qu'on aurait eu l'émission fin d'année dernière, tout le monde aurait dit qu'il faut être qu'aux US et l'Europe a sous-performé. Et quand c'est toujours pareil, c'est l'inverse. Donc en effet, pour le moment, ça a été tiré plutôt sur les secteurs plutôt value, avec la rotation sectorielle. On voit qu'en ce moment, les utilities reviennent à fond, les bancaires également ont très fortement surperformé. Et aux États-Unis, après, voilà, ce qui pour la première fois depuis très longtemps, c'est vraiment les 7 magnifiques que tout le monde avait depuis des années qui ont fortement sous-performé. Et dans le Nasdaq, ce que vous prenez le S&P 493, il n'a pas forcément baissé, il y a énormément de secteurs qui sont encore en hausse dans le S&P, donc c'est vraiment la rotation en dehors de la tech et de la conso discrétionnaire qui est très liée voilà, à la fin de l'exceptionnalisme aux US et notamment ce fameux taux d'épargne qu'ils ont mangé aux US. Vincent, votre question. Oui, une question par rapport au cycle. On sait que les États-Unis sont souvent en avance sur le cycle économique. Est-ce que ça peut durer d'avoir aujourd'hui cette prépondérance de l'Europe au niveau des performances et des résultats? Quel est votre avis? Est-ce que c'est dû aux annonces budgétaires de l'Allemagne, un feu de paille? C'est vrai que pour la première fois, ça va être très bizarre. On va avoir peut-être, nous on pense chez Gay-Lussac Gestion à une fin de cycle aux États-Unis. C'est vrai que ça a été repoussé notamment par les excès budgétaires. Tout cet excès de croissance, rappelez-vous, pendant les 2 dernières années, on se disait est-ce qu'il y a une récession aux États-Unis? Finalement, elle n'est pas venue. Et là, on pense sincèrement que voilà, la question, c'est que les États-Unis sont en ralentissement, on l'a clairement vu, ça y est, il y a même des grandes maisons comme Goldman Sachs ne voient plus que 1% de croissance cette année, ça va peut-être encore révisé à la baisse, au moment où voilà, l'Europe, ça fait quasiment 3 ans qu'on est en récession depuis la guerre en Ukraine, on souffre beaucoup. Donc voilà, on pense clairement est-ce que l'Europe va réussir à s'en sortir s'ils ralentissent trop? Ça, c'est une vraie question, puisqu'on sait très bien que si les États-Unis ralentissent trop fort, ça entraîne tout le reste. Pour le moment, ne boudons pas notre plaisir. Ça fait que depuis le mois de novembre, donc ça fait quoi? Allez, 4 mois que l'Europe surperforme. Et normalement, quand l'Europe se met à surperformer, c'est souvent sur des périodes de 12-14 mois. Donc voilà, ne gâchons pas notre plaisir. Ça va bientôt faire 6 mois voilà. D'ailleurs, parce que ça y est, c'est le printemps là. Dites-moi Jean-Laurent, vous aviez encore une question là pour. Oui, vous parlez d'institutions comme Goldman Sachs. Est-ce que vous voyez des flux institutionnels qui bougent peut-être des États-Unis vers l'Europe ou...
Alors pour l'instant, les flux, en tout cas aux États-Unis, sont toujours restés. On voit que le retail reste très fortement investi aux États-Unis. Voilà, il y a encore l'euphorie Trump qui est encore là, même si on a vu dans les derniers chiffres macro, ça ralentit. Donc pour l'instant, les flux sont là. Depuis l'annonce du plan allemand début mars, il y a eu, je crois, en 10 jours, il n'y a jamais eu rarement autant de flux qui sont arrivés sur l'Europe. Pour l'instant, c'est arrivé uniquement que dans les méga caps, un peu dans les mid caps, notamment allemandes. Mais en revanche, dans les micro et small caps, nous, on ne les a pas encore vus chez sa question. On espère que ça arrivera en tout cas. Vincent, dernière question de cette première partie. Est-ce qu'on observe une prime de risque politique avec tout ce qu'on entend, tout le brouhaha qui est autour de la politique américaine et de Trump, et comment elle se matérialise, comment on l'observe? C'est la même question. Déjà, en Europe, la prime de risque, on a une prime de risque liée aussi à la géopolitique. Et le problème, c'est que le marché s'était peut-être emballé un peu trop tôt sur la fin de la guerre. Et on voit que finalement, ça patine un peu. Et clairement, il y a une vraie prime de risque. Ça serait une vraie bonne nouvelle, en plus du plan de relance allemand. Donc pour le moment, elle est en train de remonter. Il y a une prime de risque aussi au niveau politique, notamment en France. Clairement, on l'a vu sur le spread OAT-Bund, clairement. Et je pense qu'aux États-Unis, c'est une bonne question. Aux États-Unis, je ne pense pas encore pour l'instant. Pour l'instant, voilà, l'exceptionnalisme américain est encore là, est encore dans les pensées. C'est que ça commence à être remis en cause, on le voit, mais c'est encore trop tôt pour le dire, et c'est encore pour le moment encore trop tôt. Même si nous, on pense que ça va remonter, la prime de risque va forcément remonter. On est entre deux exceptionnalismes, là, si je comprends bien. On en reste là pour la première partie de ce Face au marché à suivre. Qu'attendre des small, des microcaps aussi, particulièrement dans l'environnement de marché actuel? Restez avec nous. 2025 peut-elle être l'année du retour en force des small et des mid-caps? C'est la question que l'on se pose dans cette deuxième partie de Face au marché consacrée à Gay-Lussac Gestion. On est toujours avec Louis Defels et nos deux experts, Jean-Laurent Cadorel et Vincent Roger. Vincent qui vous pose la première question de cette deuxième partie. Oui, avec la taille et le montant colossal du plan de relance, notamment en Allemagne, on parle de 500 milliards, et la politique monétaire menée par la BCE qui reste accommodante, est-ce que c'est de nouveau le temps pour les petites et moyennes capitalisations? Est-ce que ça va être the place to be, comme on dit? On l'espère, en tout cas, on ne le dit plus, on s'est tous trompés, que ce soit nous ou les copains. C'est au moins la troisième ou quatrième fois, non, en l'espace de 3 ou 4 ans? Voilà, on s'est trompé, mais c'est vrai que très souvent, quand les commerciaux viennent me voir en disant qu'est-ce qui pourrait venir, l'électrochoc, d'où ça vient? Et bien clairement, le fameux Whatever It Takes de Whatever It Can Deuxième épisode. Voilà, deuxième épisode. C'est l'électrochoc qu'on attendait. Clairement, plus la BCE, c'est vrai que ça fait déjà maintenant, ça va bientôt faire un an que la première baisse de taux de la BCE, donc le temps que ça arrive. Et c'est un vrai électrochoc positif, parce que l'Europe va bien, il faut arrêter de croire que l'Européen, c'est plus un choc de confiance. On a un niveau d'épargne hyper élevé, on a une croissance réelle positive, donc tout va bien, il faut juste qu'il y ait une confiance qui revienne. Donc voilà, je me rappelle qu'en 2012, en juillet 2012, M. Draghi annonce ça. Il y a eu un énorme rebond des small caps de la fin 2012 jusqu'à quasiment 2018. Donc on espère, allez, peut-être pas tout de suite, mais dès que ça va à peu près se calmer, on espère vraiment en tout cas le retour d'ici, j'espère, peut-être cet été, pendant plusieurs années en tout cas. Ce deuxième Whatever It Takes, c'est celui du nouveau futur chancelier Merz. Allemand, bien exactement. entendu. Jean-Laurent. À quel point est-ce que vous estimez qu'il y a une décote actuellement sur les valeurs small cap? Vous l'observez, vous l'estimez à peu près à combien? Alors, ça va, plus c'est des côtés là. Oui, alors c'est vrai que donc, au moment, par exemple, nous, il y a le UK pour la zone euro, par exemple, le FTSE UK aujourd'hui, il y a 11 fois le PE. Il faut savoir qu'on est à 12 ou 13 fois pour les small Europe ex-UK et on est quasiment donc, revenu à une décote par rapport à large cap. Normalement, les small et mid cap, c'est 10, 15, 20% selon les indices que vous regardez de primes par rapport aux indices large cap. Et là, on est plutôt en décote de 15 à 20%. Et c'est la même chose quand vous regardez le price to book. Le price to book, c'est quelque chose qu'on aime beaucoup, sur les ratios de fonds propres. Et là, sur les small cap en française, on est tombé quasiment à 1,1 fois les fonds propres, sachant qu'on est plutôt 1,5, 1,6 pour large cap. Donc on a une décote historique en relatif, que ce soit sur le PE et le price to book. Est-ce qu'avec le boom des investissements et puis la démocratisation qui s'est effectuée dans l'univers du non-coté, on va assister pour les investisseurs à un retour en fait vers un chemin qui devrait s'inverser du côté des stratégies liquides? Est-ce que vous pensez qu'on est sur cette voie?
J'aimerais bien, parce que clairement, le private equity a vraiment pris beaucoup de place sur la gestion cotée, notamment small cap. On l'a vu dans les introductions en bourse, qui sont extrêmement pauvres depuis plusieurs années. La plus belle de nos pépites françaises du terroir, quand même, qu'on a nichées, ont été acquis par des fonds de private equity, souvent à côté avec la famille. Donc c'est vrai que pour l'instant, c'est beaucoup arrivé. On les a toujours pas revus en bourse. Donc voilà, j'ai entendu dire que pour la première année en 2024, il n'y avait pas eu de souscription dans les fonds de private equity. Donc voilà, ça fait chaque année, il y avait des souscriptions. C'était les fonds qui se rachetaient. Voilà, peut-être qu'on va enfin regarder. C'est un cercle un petit peu vicieux. Voilà. Moins on estime que c'est bien valorisé en bourse, plus on est tenté de sortir de la cote. Voilà, ça, il y a le fameux indice Argus Auditic, je crois qu'il y a un 9,5 fois l'EBITDA qui valorise des sociétés non cotées. Une très très forte prime, parce qu'aujourd'hui, les small cap françaises ou même de la zone euro, on est plutôt autour de 6 fois l'EBITDA. Donc il y a quasiment plus de 30%, même un peu plus de primes qui n'a pas lieu d'être. Parce que nous, les small cap, il y a la plupart des fonds maintenant une veille quotidienne. Et donc vous avez la liquidité. On n'a pas de raison de rougir sur 5-10 ans sur les TRI de nos fonds small cap. Il y a assez de liquidité. Il y a le marché aussi au microcap en particulier. Alors, c'est vrai que la microcap, c'est un vrai marché de niche. Il ne faut pas prendre non plus trop d'encours aux gestions. C'est pour ça que nous, on a une vraie capacité. On a su fermer les fonds quand il fallait. Mais aujourd'hui, avec le développement des dark, vraiment, c'est un nouveau métier aujourd'hui. Donc voilà, c'est souvent dans les dark pools. C'est ça, ouais. Exactement, parce qu'avant, souvent, les brokers, ils attendaient un bloc, ils attendaient l'acheteur et le vendeur pour pouvoir matcher. Maintenant, c'est tout un nouveau. Et il y a le problème actuel sur le small cap, c'est pas liquidité. Certes, les flux sont sortants, même s'ils sont calmés depuis le mois de décembre, heureusement, mais ça n'a pas été la problématique de liquidité pour le moment. On a un petit peu de temps pour une question supplémentaire. Vous vouliez poser une question sur la liquidité, mais tout à fait. À quel point c'est un peu lié au cycle de liquidité? C'est-à-dire qu'on avait quand même eu une dizaine d'années avec beaucoup de liquidités qui étaient injectées dans le système. On avait des systèmes d'amples réserves auprès de la Banque centrale. Aujourd'hui, on a des programmes pour vendre tous ces actifs. Est-ce que le secteur des small caps a besoin d'un régime de liquidité excessive pour... En moins d'une minute, si vous pouvez. Oui, là, clairement, en tout cas, en Italie, il y a un programme, bon, il n'est pas énorme pour relancer un peu le tissu des small cap italiennes. Il y a le fameux plan de la CDC, les 500 millions qui a commencé l'année dernière, donc ils vont commencer à le déployer beaucoup plus fortement jusqu'à l'été. Voilà, c'est 500 millions d'euros. Le PEA-PME en France, c'est 5,5 milliards. Donc voilà, donc c'est sûr que là, il y a un vrai problème pour que la classe d'actifs se remette à surperformer. Il faut que les flux reviennent. Mais ce qui peut paraître paradoxal, c'est qu'en parlant, aujourd'hui, la liquidité n'est pas un problème. Si on doit vendre, on arrive à vendre. Bien, c'est la fin de la deuxième partie de ce Face au marché. Dans un très court instant, on voit quelle est la pertinence des solutions microcap, justement, de Gay-Lussac Gestion dans ce contexte. À tout de suite. Quelle est la pertinence des stratégies microcaps de Gay-Lussac Gestion dans l'environnement que l'on connaît? On va notamment parler de GL, Microcaps Europe, de Microcaps Monde aussi. C'est la troisième partie de ce Face au marché consacré à Gay-Lussac Gestion. Toujours avec vous, Louis Defels, et nos deux experts, Vincent Roger et Jean-Laurent Cadorel. Jean-Laurent qui vous pose une nouvelle question. Est-ce que vous allez chercher vos opportunités aujourd'hui? Vous restez en Europe, vous sortez de l'Europe. Qu'est-ce qui vous attire aujourd'hui? Dans nos fonds, vous savez, on a 3 fonds microcap chez Gay-Lussac. Il y a un France, donc bon, on reste en France. Dans notre fonds Europe, on aime de plus en plus les pays frontières, ou les pays du sud de l'Europe. C'est un peu la revanche. On a beaucoup la Grèce, on a beaucoup la Pologne qui serait aussi... La Grèce? La Grèce, on a quasiment 15% de valeurs grecques dans notre fonds microcap Europe. Non, s'il y a des vraies pépites, c'est des valeurs forcément locales, mais familiales, voilà, qui sont dans une niche de marché qui commence un peu à s'internaliser. Donc voilà, il y a beaucoup de sociétés, c'est un peu la revanche des PIGS, au moment où les valeurs un peu plus allemandes et françaises souffrent. Donc voilà, donc on aime beaucoup aller dans des sociétés qui sont peu détenues, donc ils font vivre vraiment leur niche de marché. Et dans le fonds Microcap Monde, nous, on affectionne particulièrement le Japon, où il y a vraiment des cotes incroyables. Même Warren Buffett a beaucoup investi dernièrement sur le Japon. On aime beaucoup l'Australie, on a entre 10 et 15% de notre portefeuille sur l'Australie, parce que l'Australie, c'est un pays sur soi-même, qui a à la fois des matières premières et des services. Ça fait 20 années qu'ils n'ont pas connu de crise, donc c'est un pays qu'on aime beaucoup. Et on en parlait un peu tout à l'heure, c'est le UK. Voilà, le UK, c'est comme la France, ça fait 5 ans qu'il y a des flux sortants, c'est la crise. Donc voilà, le UK, c'est un énorme réservoir de performance et de pépites du terroir, comme on aime bien dire chez Gay-Lussac. Vincent, votre question.
Quelle typologie de stratégie vous allez privilégier? Est-ce que vous allez aller chasser les retraits cotes pour créer de la valeur? Est-ce que vous vous concentrez davantage sur des entreprises plutôt familiales? Et je dirais quelle typologie de secteur en particulier vous allez chercher en ce moment? Et puis, est-ce que vous investissez dans la durée? Absolument. Ça, c'est très propre à la philosophie chez Gay-Lussac Gestion, c'est la valeur du temps. C'est vraiment, voilà, on va chercher des valeurs à offrir une récurrence de performance sur le moyen terme. Donc c'est pour ça, par exemple, pour parler du fonds Microcap Europe, 85% des valeurs en portefeuille sont familiales. Voilà, donc c'est vraiment, il y a des intérêts, des alignements entre les intérêts majoritaires et minoritaires. C'est des choses qu'on aime beaucoup, on aime bien quand le patron est, voilà, encore une grande partie du capital. Et nous, on va l'accompagner. C'est des sociétés dans des niches de marché qui ont des très fortes visibilités, des fortes récurrences de cash flow. C'est très important le cash flow. Et voilà, nous, on arrive et on est là pour les accompagner. Et ce qu'on appelle en anglais de compounder. Donc voilà, c'est la beauté des intérêts cumulés. Et c'est pour ça que la plupart de nos fonds, on a un objectif de performance annualisé. Par exemple, c'est nos 3 fonds microcap, on a un objectif de faire du 7% perf par an avec le moins de risque possible, ce qui vous fait doubler votre capital tous les 10 ans. Objectif, donc, les performances futures, ou passées plutôt, ne préjugent pas des futures. Surtout en ce moment. Surtout en ce moment. Opération spéciale, là, il y avait une question. Oui, les opérations spéciales, malheureusement, nous, c'est un grand drame en ce moment. Voilà, on a dû, de temps en temps, on s'est fait squeezer sur des très très belles valeurs qu'on aimait beaucoup. De temps en temps, si le prix est fair, bon, ça va. En tout cas, vous pouvez compter sur nous pour nous battre de temps en temps, surtout en ce moment, en plus, il y a toujours une problématique auprès, souvent, des experts indépendants qui sont, comme par hasard, comme ils sont payés par l'émetteur, vous disent oui, c'est très fair value. Donc, heureusement, j'ai l'impression que dans la communauté française, en ce moment, il y a pas mal de choses qui sont faites pour, au contraire, protéger le minoritaire. On voit des prix qui sont contestés et qui de se plus en soldent plus par tout le un temps. relèvement de prix assez Et important. on a encore vu ça au mois de mars. Ouais. D'accord. Vincent, Jean-Laurent, il nous reste à peu près 1 minute 30. Vincent, vous avez une autre question, je crois. Parce qu'on parlait de la liquidité, mais il y a aussi la... Ouais, comment vous gérez le volatilité, risque de volatilité et de liquidité qui est très important et quel conseil donner quand on veut aller sur ce terrain-là, quand on est investisseur un peu novice, par exemple? C'est vrai que le terrain de jeu des microcaps est très vaste. Il y a plus de 2000 microcaps cotés en Europe. Il y en a beaucoup qui font la une, vous savez, de l'actualité souvent sur Twitter, X ou dans les forums boursiers. Donc c'est vrai que souvent c'est des valeurs où vous pouvez gagner beaucoup d'argent et en perdre beaucoup. Donc nous, clairement, c'est pas du tout notre philosophie de gestion chez Gay-Lussac Gestion. Donc nous, on va faire des filtres de low vol, low beta et de momentum en amont. Et on va uniquement s'intéresser aux valeurs qui rentrent dans ces filtres. Donc voilà, comme par hasard, ça va être souvent des valeurs familiales qui ont souvent beaucoup de cash au bilan. Donc souvent, quand vous êtes familial, beaucoup de cash au bilan et vous avez une récurrence de cash flow, comme par hasard, vous êtes beaucoup moins volatile parce que vous êtes aussi beaucoup moins cyclique. Donc nous, c'est la première étape de notre process de gestion. Et il y a une 4e étape aussi de process de gestion où on travaille vraiment en budget de risque. C'est-à-dire que chaque valeur, l'objectif d'investissement est défini par le risque. Et ça, c'est très important. C'est comme ça que la plupart de nos fonds arrivent à avoir une performance ajustée du risque bien meilleure que celle du marché. Jean-Laurent, il nous reste le temps pour une dernière question. Rapide. Est-ce que vous avez des pépites en tête dont vous êtes particulièrement fiers Oui, on en a beaucoup. Après, c'est toujours compliqué de donner une valeur comme ça. Voilà, je pense qu'une valeur qui résume très très bien notre philosophie de gestion qu'on a depuis quasiment 2007, c'est dans notre fonds microcap, c'est Neurone, Monsieur Luc de Chamard en sortant d'HEC, c'est plus de 20 années consécutives de croissance organique positive, même pendant le Covid. C'est entre 9-10 de marge depuis 20 ans, une génération de cash énorme. Ce n'est pas forcément la meilleure allocation du capital, ce qui est un tiers de la market cap qui est en cash, mais voilà, qu'il vente, qu'il neige, qu'il pleuve, c'est un métronome. Neurone. C'est Neurone. Et une dernière pour la route, hors France, par exemple. Hors France, on parlait tout à l'heure de la Grèce. On aime beaucoup Cricri Milk, voilà, société. Cricri Milk. Voilà, Cricri Qu'est-ce qu'ils Milk. font? C'est des yaourts grecs et aussi des glaces. Là, donc c'est le leader. Ils sont dans le nord téléphonique. Ils ont leur industrie pour être au plus près des brebis pour avoir le lait. Vous êtes allé les goûter Oui, bien sûr. Parce que quand on investit, il faut. C'est très important. Ils ont un outil industriel imbattable avec des coûts faibles. Donc ça leur permet aujourd'hui en France, pour ceux qui nous écoutent, vous pouvez aller chez Lidl ou chez Intermarché. Donc vous le verrez en marque blanche. Donc c'est pas en marque propre. Marque blanche, ça tombe bien. Voilà, ouais. C'est rien. Et là, ils sont en train de conquérir les États-Unis. Et si ça marche, c'est pour nous, je pense qu'il peut avoir 15% de croissance de bénéfices par action sur les 5 prochaines années, très facilement, avec une très
belle visibilité. Et ça Tout ce s'appelle qu'on aime. Cri-Cri, Cri-Cri avec Milk. l'accent grec. Merci Voilà. beaucoup, Louis de Fels, d'avoir été avec nous pour cette émission. Vous êtes responsable gestion collective de Gay-Lussac Gestion. Et merci à nos deux experts pour leur participation, Vincent Roger, GLR Gestion Privée, et Jean-Laurent Cadorel de Optelios Capital. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. À très bientôt pour une nouvelle émission. Au revoir.